On est dans la main de soi-disant spécialistes, comme on ne l'est absolument pas avec d'autres matières. On peut dire que cette crise liée au coronavirus a manipulé le journalisme comme peu d'acteurs de la société, parce que moi, je ne vais pas aller dire au professeur Raoult qu'il a raison ou qu'il se trompe, je n'en sais rien. Salut Jean-Michel, Ça va ? et toi? Oui, très bien, très bien. Attends, je ferme une fenêtre. Ouais, je t'en prie. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette expression télétravail? Ce que m'évoque cette notion de télétravail, c'est ce qu'est exactement le confinement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir de chez soi pour aller vers un autre univers. C'est quand même un empêchement, le télétravail. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est la modernité. C'est une modernité qui ne me paraît pas sympathique. Parlons un peu de votre job à la télévision, puisque dans télétravail, il y a aussi télé. En Oui. quoi est-ce que éditorialiste, c'est le métier, peut-être l'un des pires métiers en ce moment? Oh, ça l'a toujours été, au fond, l'un des pires métiers. Dans l'imaginaire des gens, les journalistes, ce sont soit ces gens courageux qui vont sur les terrains de guerre, soit des gens un peu zorros, quelquefois avec une cape et puis parfois avec une moustache, qui révèlent des scandales. Et quand on est éditorialiste, on est journaliste aussi, parce que éditorialiste, c'est pas seulement dire ce qu'on pense, mais c'est remettre un fait politique qui se produit dans un contexte, c'est donner aux gens des clés pour comprendre. On pense que ces journalistes-là sont des militants, ce qui est faux. Moi, je ne cherche pas à fabriquer la conscience des gens, je cherche à aider les gens à fabriquer leur conscience. Et comment est-ce qu'on fait pour donner son avis, c'est votre cas par exemple sur LCI tous les matins, sans pour autant trahir ses convictions politiques? Moi, j'ai toujours veillé à ne pas associer ma démarche professionnelle à l'aventure professionnelle d'une personnalité ou au combat que mène une famille politique. J'ai toujours veillé à être extérieur et solitaire. C'est ce qui m'amène depuis maintenant longtemps, précisément depuis l'élection présidentielle de 1988, à voter blanc, à ne pas prendre parti, dans l'isoloir, à être déjà davantage journaliste que citoyen, participer à l'action civique, mais pas choisir entre les programmes. Quand je parle avec un acteur de la politique, je ne parle jamais avec quelqu'un pour qui j'ai voté ou contre qui j'ai voté. Vous votez blanc à chaque élection? Chaque élection, depuis l'élection présidentielle de 1988. BFM TV a été, après la déclaration du président de la République, beaucoup critiqué pour avoir plutôt accueilli favorablement, disons, cette adresse aux Français. Est-ce qu'on peut dire dans ce pays que Macron fait quelque chose de bien, sans être taxé de connivence? J'ai connu déjà ça, alors c'est vrai avec Emmanuel Macron, c'était aussi vrai avec Nicolas Sarkozy. Si un journaliste ne disait pas à chaque fois qu'il avait l'occasion de prendre la parole sur des propos ou des actes du président de la République, c'est nul, c'est dangereux, c'est un libéral, c'est un fasciste, la République est en danger, vite qu'il parte, alors c'est un journaliste de connivence. Il y a des cas dans le débat politique français où la bêtise l'emporte sur l'intelligence, où le militantisme l'emporte sur la distance. Et c'est un peu dommage. Mais il y a quand même autour d'Emmanuel Macron aujourd'hui une forme de violence et on attend que les journalistes soient porteurs aussi de cette violence. Je pense que les journalistes doivent savoir faire le tri. Il doit y avoir des propos, des décisions d'Emmanuel Macron qui peuvent être reçues comme des décisions acceptables ou des bonnes décisions, et puis d'autres moments qui peuvent faire l'objet de critiques. Mais systématiser ça, ça me paraît dangereux. Certains journalistes se font une réputation sur l'antimacronisme, ce qui est assez stupide. On n'a pas rencontré ce problème avec François Hollande parce qu'il y avait un tel manque d'identité, de caractère chez François Hollande qu'il n'y a pas eu d'hystérie autour de François Hollande. J'ai lu un magazine très sympa par ailleurs qui s'appelle Society qui titrait récemment Ils ont un avis sur tout. Et puis on parlait de vous notamment, parmi d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous avez un avis sur tout, et donc en définitive, selon eux, sur rien? Je me suis trouvé face à un papier qui était malveillant à mon égard, avec notamment une phrase en début de papier, où il est dit que je ne travaille pas et qu'au fond je donne mon avis sans travailler. Je ne sais plus comment est tournée la phrase, mais c'est exactement l'esprit. Et donc j'ai appelé le rédacteur en chef pour lui demander des comptes sur cette phrase.
Comment pouvait-il écrire cela? Est-ce qu'il pouvait l'écrire sur la foi de ce que lui avait rapporté son journaliste après qu'il soit venu à LCI et après que nous ayons discuté tous les deux? Et je me suis trouvé face à un rédacteur en chef qui était piteux, voire merdeux, et qui n'assumait pas du tout cette phrase. Et pourtant, il semblerait bien que ce soit lui qui l'ait écrite. Donc je me suis trouvé face à un journalisme malveillant, militant. Ce papier de Society, alors moi aussi j'avais plutôt une bonne image de Society, mais je l'ai révisé à peu près à 180 degrés. Ce papier de Society est un papier qui fait écho, on en parlait tout à l'heure, toute une pensée hostile aux éditorialistes parce que, entre autres péchés, ils auraient un avis sur tout. Mais d'abord, moi je n'ai pas d'avis sur tout. Il y a des choses dont je ne parle pas ou qui ne me motivent pas parce que je n'en ai pas la culture, et qu'un journal comme Society ne soit pas capable de comprendre ça, qui est assez basique du journalisme, est quand même désespérant de bêtises. On peut être journaliste, voire animer un journal qui a l'air moderne et qui est intéressant à quelques égards, et produire quand même des tas de merdouilles qui sont indignes d'être lues. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait, très bien. Ça renseigne aussi sur ce qu'est le journalisme, parfois très médiocre, très médiocre. Et là, il l'a été en l'occurrence. Vous êtes actif sur Twitter, parfois même gentiment provocateur, un peu cinglant, un peu acide. Qu'est-ce que Twitter vous permet que la télévision ne vous permet pas? C'est formidable d'être réactif. Il se passe quelque chose. Le professeur Raoult qui dit l'épidémie pourrait disparaître ce printemps. Et moi, un scientifique qui emploie un conditionnel, je trouve ça formidable, parce qu'un scientifique qui prouve, il dit pas pourrait, enfin, soit il dit le virus va disparaître au printemps, parce que je l'ai étudié, parce que j'ai des éléments qui me permettent de l'affirmer, soit il se tait. Ben, ça, sur Twitter, en une minute, on lui règle son compte au professeur Raoult, en expliquant que la science, c'est pas le conditionnel. C'est amusant à faire. C'est un plaisir très égoïste, sans doute aussi, Twitter. Vous êtes, on l'a dit, tous les matins sur LCI, chaque semaine sur France 5, dans C'est l'Hebdo. Qu'est-ce qui, très concrètement, pratiquement, a changé dans votre manière de faire votre job à la télé? Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus que les problématiques autour du virus. C'est un changement colossal. La société est arrêtée, le journalisme est aussi arrêté devant ce virus. Le gouvernement est capable de présenter un plan de 110 milliards, alors que lui-même ne savait pas 15 jours avant qu'il avait ces 110 milliards. Et moi qui ai toujours pensé que l'argent public était dépensé n'importe comment, je suis quand même obligé là de considérer les choses avec une grille de lecture différente, parce que si cet argent sorti de nulle part et qu'il faudra bien rembourser un jour n'était pas dépensé, c'est des millions d'entreprises et de salariés qui n'auraient plus de quoi vivre dans la société. Et qu'est-ce que cette crise va changer dans la manière de traiter et de commenter l'info à la télévision, ce que vous faites tous les matins? Quand un médecin bardé de ses diplômes vous dit que le virus qui est en Chine et qui commence à arriver en Europe, il va tuer moins que la grippe, et qu'il y en a marre que les médias en fassent autant avec ce virus, on est impressionné par l'autorité de cette parole, et au fond, on les laisse parler sans beaucoup de distance. Et puis après, on continue à les inviter parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Et quand ils viennent nous dire que ce virus est tellement terrible qu'il faut consigner tout le monde à la maison et arrêter toute activité sociale, on dit aux gens, écoutez, voilà ce que disent les médecins, et il vaut mieux les écouter parce que sinon on va tous crever. Et au fond, on est dans la main de soi-disant spécialistes comme on ne l'est absolument pas avec d'autres matières. On peut dire que cette crise liée au coronavirus a manipulé le journalisme comme peu d'acteurs de la société, parce que moi, je ne vais pas aller dire au professeur Raoult qu'il a raison ou qu'il se trompe, je n'en sais rien. 3 petites dernières questions, plus anecdotiques. Qu'est-ce qui vous manque le plus, Jean-Michel Apathy, pendant ce confinement, même s'il est partiel pour vous? Le tennis. Vous êtes un passionné de tennis? Je joue régulièrement, ouais, bien sûr. C'est ça qui me manque. Est-ce qu'il y a une chose que le confinement vous a appris? C'est bien d'avoir du temps pour déjeuner et dîner en famille à des heures fixes, sans être bousculé par le travail. Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une manière naturelle de vivre. Dès qu'on lâchera les rênes le 11 mai, on sera tous dans la rue. Donc, c'est pas la peine de dire c'est ceci, c'est cela. De toute façon, on recommencera comme avant. Et à ce moment-là, quelle est la première chose que vous ferez, vous? Ouais, je joue au tennis. Ah oui, quoi d'autre?